merci d'être là, merci d'être présent pour ce deuxième panel qui a pour thème plaisir du texte et plaisir de la réception. Un plaisir d'abord d'avoir bien mangé et le plaisir de discuter un peu de ces deux thèmes qui forment la thématique de ce deuxième panel de la rentrée littéraire. Je m'appelle Papa Lussard, je suis journaliste. J'ai repris la place de Baudelaire parce que c'est lui qui devait modérer un peu ce panel. Et il m'a lancé une belle perche. Que devais-je dire, moi qui ne suis pas écrivain, sur le plaisir du texte et le plaisir de la réception. Il me plaît bien de poser des questions que d'apporter des réponses. C'est tellement facile de poser des questions. C'est pourquoi ce fauteuil-là me sied. Un plaisir d'être avec des confrères. La composition normale de ce panel a été un peu biaisée par l'absence de deux grandes dames, en l'occurrence Fatimata Dialloba qui s'est excusée à cause d'une maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et Sokhna Bega également en pitié à cause de ses activités. Mais on a une team est composée d'excellents joueurs. Et parmi ces joueurs, nous avons Pape Moussassi, à ma droite, écrivain, professeur de français. Il a produit deux ouvrages magnifiques, deux ouvrages poétiques, les monologues du silence, et l'autre qui parle un peu de la mort, qui s'appelle D'Ombré et Libre. Pape Moussa est avec nous, Baudelaire également est avec nous. Baudelaire, c'est son surnom, mais il cache bien son nom. Baudelaire, qui a présenté ce matin le professeur Aliou-Diani, qui faisait un peu le discours inaugural. Excellent discours du professeur Aliou-Diani. Et ce qui est magnifique dans ce professeur, c'est qu'il nous a tous formés, nous qui sommes actuellement sur le pupitre, à la faculté des lettres, au département de lettres modernes à l'université Cheikh de Dakar. Nous tous, nous continuons d'être subjugués par la facilité avec laquelle il se forme aux personnages et aux auteurs. C'est Pivot qui disait qu'un lecteur, c'est quelqu'un qui se forme aux personnages. Et se forme si bien aux personnages qu'il peut rester pendant 2 heures, 3 heures de temps, parler de la littérature, parler des œuvres. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un enseignant de livres, donc c'est un enseignant de vie. Et nous sommes avec Baudelaire, qui va également faire partie du panel. On a repêché un ballon d'or littéraire, qui est le président de la commission scientifique ou comité scientifique, professeur Waliba, qui a également prononcé un bon discours, le discours comité scientifique. Et je témoigne devant l'assistance que moi aussi je fais partie du comité scientifique, des membres qui sont là. Et ce fut un réel plaisir de travailler avec lui, d'abord par le sens du partage, par le sens de la responsabilité, par le sens également de la passion qu'il a pour les mots. Donc merci beaucoup, professeur, d'être là. Un beau remplaçant pour notre beau panel. Un plaisir de le présenter, plaisir du texte et plaisir de la réception. Forcément, dans ce panel, Roland Barthes est l'absent le plus présent. Forcément, parce qu'il a écrit un peu sur le plaisir du texte. Et en lisant ou relisant le plaisir du texte, il y a 2 phrases. Et moi qui ne suis pas écrivain, qui me parle. Et Roland Barthes, en parlant aux écrivains, il leur dit, pour que je retrouve ce plaisir, ce désir du texte, il faut que l'auteur me le prouve. Et il rajoute que la preuve de ce désir-là, elle est existentielle et c'est l'écriture. Elle rajoute, l'écriture est ceci, c'est la science et jouissance du langage. Et comme le professeur bouche un peu les oreilles, il continue, c'est son Kamasutra. Et là, on est dans le champ du plaisir, on est dans le champ des jouissances, on est dans le champ du désir. Mais c'est quoi le plaisir du texte? C'est quoi le plaisir de la réception? C'est quoi ces 2 plaisirs animés au thème de la rentrée littéraire, la souveraineté littéraire, possibilité et perspective? Est-ce que le plaisir du texte
ne doit pas dépasser le mot souveraineté. Est-ce que le plaisir du texte est genré, raciste, coloré, spatio-temporellement identifié? Qu'est-ce qui nous donne l'envie de lire un texte? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que ce sont les personnages? Est-ce que c'est l'histoire? Donc, autant de questions que ceux qui sont là vont tenter de répondre, et je vais donner forcément, offrir de belles fleurs du mal à Baudelaire pour commencer ce premier panel avec c'est quoi, qu'entendons-nous ou qu'entendez-vous sur le plaisir du texte? Pourquoi un texte doit susciter un plaisir, cette jouissance-là, dont Barthes dira que c'est son caractère? Merci beaucoup, Papa Lune. C'est peut-être, c'est pas punition de m'avoir donné la parole en premier. Que dire après cette introduction remarquable? En tout cas, dans ma conception, l'existence est un corps et un texte. En tant que corps, elle se vit, et en tant que texte, elle se lit. Et la nature du corps, ça Freud le dit très bien, c'est de jouir des éléments qui le font vivre. Un bon repas est une jouissance gustative. Une belle dame est une jouissance à la fois visuelle et charnelle. De la bonne musique est une jouissance auditive. Mais le texte est une jouissance intellectuelle, cérébrale. Hugo disait que un esprit qui ne lit pas se meurt tout comme un corps qui ne mange pas. Et comme la nourriture fait jouir le corps et le fait vivre, mais le texte également fait jouir l'esprit tout en le faisant vivre. Mais le texte en soi n'est pas tout simplement voué à l'auteur. Le texte est ce par quoi l'auteur s'affirme et se découvre, et ce par quoi le lecteur, à travers l'affirmation de l'auteur, se découvre lui-même. C'est Compagnon qui disait qu'on n'a jamais compris un texte que si nous nous comprenons à travers le texte. Mais le texte, le professeur l'a dit ce matin, est un réseau de signification. Le latin textus. Le texte est un moyen, un réseau qui, comme disait Montaigne, est une entreglose. Montaigne disait nous ne faisons que nous entregloser. Christophe disait que tout texte est absorption et transformation de notre texte. C'est comme si éternellement l'écrivain se répétait. Mais la répétition à quel titre? C'est le fait de dire tout le temps la même chose d'une autre manière pour essayer de dire l'indicible. Ce que naturellement, vous le savez très bien, la débâcle de Babel nous a empêchés. Il s'agit du processus d'entrevoir au-delà de la commune mesure. La sémantique de la débâcle de Babel nous a soustrait. Mais la réception, c'est également un plaisir. La réception en soi d'abord, c'est l'implication de la culture lectorale sur l'ampleur épistémique de l'émission. C'est-à-dire l'empreinte que l'ensemble de ce qu'on sait, consciemment, et l'ensemble de ce qu'on sait, inconsciemment, applique à la sémantique du texte. Dans cette jonction de dit et de non-dit, c'est ça qui fait le sens continu du texte, c'est ce que Benveniste appelle une signifiance. Donc, face au dialogisme scriptural, absorption et transformation d'un texte. Donc, c'est un dialogisme. Que constitue le texte donc, il faut fondamentalement un dialogisme lectoral. Le mot lecture, le verbe lire, vient du latin legere, qui signifie rassembler, recueillir.
Il faut recueillir l'ensemble des informations explicites du texte, mais y appliquer sa culture personnelle pour pouvoir extraire l'ensemble des informations implicites. Parce que le texte, on ne le comprend que quand on a lu ce qu'il ne dit pas. Le texte n'est jamais compris que quand on a lu ce qu'il ne dit pas. Dès lors qu'on se contente de ce qu'il dit, mais c'est de la paraphrase. Maintenant, cette étincelle d'émotion, quand on vient de comprendre ce que le texte ne dit pas, c'est ça la jouissance de la réception. C'est ça le plaisir de lecture. Merci beaucoup pour l'air. C'est important également, avant le plaisir, de parler du désir. Forcément, le plaisir est motivé par le désir de lire un texte. Pourquoi j'observe ou je ressens tout le plaisir en lisant ce texte-là? Qu'est-ce qui fait qu'un texte dessert ce plaisir-là? C'est l'imposition, professeur Waliba, l'amour, la passion, ou bien c'est celui qui écrit dans son laboratoire d'écriture, qui pense à la réception en pensant un peu sur le texte qui ne doit pas être, non pas une contrainte à lire, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, quand on lit ça, c'est beaucoup de contraintes. C'est encore moins le plaisir que l'ennui. Qu'est-ce qui provoque le plaisir d'un texte, professeur Waliba? Eh bien, merci. Allô? Oui, on vous entend. Si ta question était un texte, je l'aurais adopté. Mais je l'adore déjà comme ça, parce que c'est tellement bien. Alors, disons que, vous savez, il y a un vieux dicton qui dit que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Cela veut dire que, alors, ce micro-là est défectueux. Allô. Non, c'est le midi. Voilà. C'est pour le directeur. Alors, très bien. Celui-là, c'est là. Je disais donc que. Allô? Je disais que les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. C'est un dicton que nous connaissons tous. Et c'est pourquoi, effectivement, on ne voit jamais les mêmes choses et on ne ressent jamais. Alors, celui-là, il est plus porteur. Oui, parce que celui-là. Il n'y a pas de plaisir à parler de ça. Allez. Voilà. Donc je disais que des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. C'est pourquoi on ne peut jamais apprécier de la même manière un même texte en tant que lecteur différent. Parce que ce que nous ressentons en fréquentant le texte, ce n'est pas forcément ce que l'autre peut ressentir en le découvrant. Et c'est ça qui fait que les plaisirs ne sont jamais de même intensité ni de même qualité. Alors moi, je pense que un bon texte, c'est ce texte-là que l'on relit. Ce que je dis, c'est un grand auteur qui le dit. Il dit que un bon texte, selon moi, c'est un texte qu'on relit. Cela veut dire que, en matière de plaisir de texte, la première lecture ne veut absolument rien dire. C'est lorsqu'on sent le besoin de revenir sur ses pas pour revoir ce qu'on a vu, pour ressentir ce qu'on a ressenti. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire que ce texte-là me plaît. Et donc, un bon texte, finalement, c'est quoi? Sinon que c'est un texte qui renferme des qualités intrinsèques en termes d'esthétique et de message, et qui nous
font dire que finalement, si on avait à écrire ce texte-là, c'est comme ça qu'on l'aurait écrit. Et c'est en ce moment-là qu'on se dit que ce texte-là me plaît. Parce que tout simplement, l'auteur, justement, nous a marché sur la langue. On n'est pas écrivain, on est lecteur. On est dans une autre position, on est consommateur, et on se dit que ce que cet écrivain-là a fait est tellement bien fait que si j'étais à sa place, je ne l'aurais pas fait mieux. Je pense que cette dimension, on ne peut pas l'exclure de la problématique du plaisir du texte. C'est-à-dire le fait de voir à travers le texte un certain nombre de ressources, un certain nombre de qualités fondamentales qui font que vous ne résistez pas. Le texte devient justement une offre irrésistible. Et donc voilà un peu pour moi comment il faut percevoir les choses. Et puis, vous savez, on parle souvent de l'admiration que certains écrivains, et pas des moindres, ont pour leurs devanciers, pour des icônes. On le reproche parfois en leur disant « soyez vous-même ». Je pense qu'on gagnerait à être un peu plus indulgent. C'est parce qu'ils ont été tellement éblouis en lisant ces auteurs qu'ils ne peuvent plus se libérer de leur étreinte. C'est comme exactement, je l'ai dit ce matin, je disais à Aline Badra Diané, mon maître, j'allais même dire mon kilomètre, et on ne m'en tiendrait pas rigueur. Alors donc, Aline Badra Diané, je ne peux pas me défaire de lui. Aline Badra Diané, c'est la fascination qui poursuit quoi. Sur toutes les planètes où vous pouvez vous réfugier quoi. Et vous essayez de le tuer et vous risquez de vous empoisonner vous-même. Donc finalement, c'est ça Aline Badra Diané. Et c'est ça aussi le texte qu'on lit et dont on ne peut plus se défaire pour la vie quoi. Parce que tout simplement, c'est tellement bien fait. Il y a des épigones, je veux dire, de Senghor. Il y a tellement de Senghor dans la vie. Mais il faut se demander pourquoi ces gens-là ne peuvent plus écrire autrement que à travers l'écriture de Senghor même qu'ils ont lu et qu'ils ont adoré. Je pense que cette fascination-là qui les poursuit et qui fait que le palimpseste fonctionne à merveille, il faudrait en quelque sorte la comprendre comme justement une fascination intrinsèque qui prend place dans leur vie et qui fait que justement ils ne peuvent pas faire autre chose. Alors donc, Pape Aliou, je rappelle tout simplement que moi, je tombe dans ce panel comme un cheveu dans la soupe, parce que là, je n'étais pas pressenti pour intervenir, mais évidemment, quand il s'agit de parler du plaisir du texte, on peut en parler à l'envie, je peux le faire. Mais je dois quand même préciser pour la bonne information adressée à cette assistance que vraiment je n'ai pas pressenti pour intervenir dans ce panel. Mais quand même, on va donner notre avis. Et on essaiera quand même de répondre aux questions que vous allez nous poser. Donc pour une première intervention, voilà un peu ce que je voudrais dire, en espérant que peut-être mon jeune frère PMC va compléter mes autres. Merci beaucoup, professeur Oualiba. Heureusement qu'on nous a pas prévenu, sinon ce serait au-delà du plaisir, ce serait un fantasme. Merci beaucoup pour cette intervention. Mais parlons toujours, restons sur le premier chapitre, le plaisir du texte. Par rapport à ce plaisir-là de lire, mais que lisons-nous? Vous parlez tout à l'heure de ces intertextualités par rapport à quelqu'un qui nous a émerveillés, à qui qu'on aimerait être. Par exemple, parler tout à l'heure du professeur Alioune. Et je me remémore d'un passage de Jacques Février quand il faisait un peu de littérature nègre. Et Senghor disait que quand on lui envoyait les manuscrits, et quand il lisait les traces de Senghor, et je le cite de mémoire, je renonçais difficilement à l'envie de bailler. C'est Senghor qui disait ça. Je renonçais difficilement à l'envie de bailler. Parce que je me retrouvais. Il n'y avait pas une sorte de renouvellement. Il n'y avait pas d'originalité, de nouveauté. Est-ce que le plaisir du texte, par ça, si c'est également la nouveauté, c'est l'originalité, c'est
l'impudeur, autrement dit, sortir un peu de cette société de pudeur. Parfois, j'invite de jeunes écrivains dans le roman. Ces jeunes écrivains nous décrivent des scènes érotiques, par exemple, dans le texte narratif. Mais elles laissent dans la bouche ou dans les yeux du lecteur des points de suspension, parce que dans leur laboratoire d'écriture, elles portent les airs de la pudeur sociale et sociétale. Mais où est le Kama Sutra dont parlait Barthes? Ce plaisir-là de découvrir deux êtres avec le champ de l'imagination, de la liberté, de la capacité de créer. Et c'est pourquoi le plaisir du texte fait appel au plaisir de réception. Et peut-être ces jeunes écrivains-là vont être lus par leur papa. Et quand de jeunes écrivains, avec la posture de narratrice qui se mêle à celle de l'auteur, ses parents découvriront peut-être que manger éduqué. L'impudeur dans le texte, moi, me fait plaisir parce que je suis né dans une société conservatrice, très pudique. On ne parle pas de ce qui se cache dans la poubelle, mais toujours dans le salon. L'impudeur, mon plaisir du texte, comment le trouver dans les textes actuellement comme ceux de Bougarsar? Il le fait bien. Voilà, merci beaucoup, Papa Alun. Je pense que votre question nous installe au cœur du débat. Je salue aussi l'intervention des prédécesseurs. Et avant de commencer, je voudrais féliciter surtout l'Association des éditeurs du Sénégal d'avoir eu l'initiative d'organiser cette première édition de l'entrée littéraire. Et je pense que c'est une occasion inouïe qui nous est offerte pour non seulement discuter sur le livre, sur l'avenir de notre littérature, mais également sur des enjeux très importants tels que le texte. Parce qu'on n'a pas l'habitude généralement de parler du texte. Et lorsque j'ai lu le thème de ce panel, je me suis dit que c'est certainement un universitaire ou un critique littéraire comme Baudelaire qui l'avait proposé. Parce qu'en réalité, comme Papa l'a souligné tout à l'heure, on ne peut pas du tout aborder cette question sans parler de Roland Barthes. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je pense que la première question qui se pose d'abord, c'est la définition même d'une notion de plaisir. Parce que le plaisir est un mot, on va dire, très subjectif. Je pense que Wally l'a suggéré tout à l'heure dans son intervention. Ce qui plaît un lecteur quelconque peut déplaire un autre. Ce qui pousse quelqu'un à ouvrir un livre et à s'adonner à sa lecture peut être quelque chose justement qui isole un autre lecteur de ce livre. Et je pense que cela, nous le retrouvons justement dans la préface de Pierre et Jean de Maupassant. C'est Maupassant qui identifie en quelque sorte un certain nombre de besoins multiples qu'on trouve chez les lecteurs. Parce qu'il dit, je le cite, si certains lecteurs disent « consolez-moi », d'autres disent « amusez-moi », attendrissez-moi, faites-moi plaisir, faites-moi rire, faites-moi frémir, faites-moi pleurer, faites-moi penser. Et dans ce lot-là, il dit qu'il n'y a qu'un seul petit groupe de lecteurs qui osent dire à l'auteur, faites-moi quelque chose de beau, dans le style qui vous plaît. Et je pense que ce groupe de lecteurs-là qui osent dire cela à l'auteur, c'est ce qu'on appelle un peu l'élite, qui sont intéressés simplement par la beauté du texte. Et là, encore, on va s'arrêter sur une autre ambiguïté du mot plaisir. Parce que comme vous l'avez évoqué dans votre question, on a l'impression que si l'on revisite l'histoire de la littérature, que cela soit de la littérature française comme de la littérature africaine, la littérature mondiale d'une manière générale, on a l'impression que le plaisir a toujours été censuré. Que, en tout cas, ce qui relève de la culture, de la morale, etc., n'acceptait pas trop l'idée du plaisir dans le texte. Il y a de grandes œuvres littéraires,
comme Madame Bovary de Flaubert, par exemple, qui a été condamnée. Les Fleurs du Mal de Baudelaire ont subi ce châtiment aussi. Ce qui fait qu'on a l'impression que quand le texte entre dans le pays du plaisir, on a l'impression qu'il y a toujours des obstacles pour le rejeter. Et à partir de ce moment-là, intervient maintenant Roland Barthes, qui, en quelque sorte, distingue le plaisir du texte, on va dire le texte du plaisir, du texte de la jouissance. Le texte du plaisir, c'est quoi? C'est ce texte-là qui nous installe dans notre confort, qui nous rassure dans notre ego, qui va dans le sens de notre culture et qui nous conforte en tout cas de ce que nous sommes. Et je pense que nous avons beaucoup de textes du plaisir, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'auteurs qui en tout cas surfent selon le mouvement de la vague. Et le contraire, c'est le texte de jouissance, qui est beaucoup plus rare. Parce que le texte de jouissance nous déconcerte, dit Roland Barthes. Il nous déconcerte, il nous pluralise, il nous divise, il nous fait en quelque sorte nous sortir de nos croyances, de nos idées reçues, de ce que nous considérions comme déjà préacquis. Et à partir de ce moment-là, justement, intervient l'audace de l'auteur. Vous l'avez aussi suggéré dans votre question. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans une société de pudeur, comme le Sénégal par exemple, il y a certains carcans, certains obstacles imaginaires qui, en quelque sorte, freinent l'inspiration, l'audace, ou dirais-je, la liberté de l'artiste. Ce qui fait que quelquefois, on n'a pas beaucoup de textes qui nous bouleversent, qui nous installent dans ce que Roland Barthes appelle la jouissance du texte. Vous avez cité dans votre question Mohamed Bougar Sarr, mais lui-même a été victime d'un petit lynchage social suite à la publication de son livre De pur sang. Et je pense que c'est très normal que les textes de jouissance soient très rares, parce qu'il faut beaucoup de choses aussi pour y parvenir. Et parmi ces choses-là, on peut citer l'audace, mais on peut citer surtout la liberté de l'artiste. Et cette liberté-là n'est pas très facile, parce que nous vivons dans une société. Dans cette société-là, il y a forcément des règles, il y a des idées établies, il y a des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Il y a ce qu'on considère comme admirable et ce qui est détestable. Et en quelque sorte, ce serait un crime pour certains auteurs d'enfreindre en tout cas ces codes sociaux-là. Mais tant que ces codes sociaux-là ne sont pas enfreints, on ne peut pas parvenir justement à ce texte de jouissance. Mais Barthes va plus loin et va surtout parler d'érotisme de la lecture. C'est un peu le Kama Sutra auquel vous faisiez allusion. Parce que pour lui, le texte peut être aussi le prolongement de la figure humaine. Le même amour qu'on peut éprouver pour un individu, il dit qu'on peut l'éprouver pour un texte. Et cela, c'est une approche tout à fait, on va dire, philosophique, voire psychanalytique, parce qu'il y a l'influence de Freud derrière, qui le fait dire cela. Donc, en gros, pour répondre à votre première question, je dirais que la notion de plaisir est une notion ambiguë. Premièrement, ce qui suscite le plaisir chez certains suscite le dégoût chez l'autre. D'un autre côté, la notion de plaisir en littérature n'est pas toujours bienvenue. Il y a beaucoup de livres qui ont été censurés à cause du plaisir. Et chez Barthes, il faudra surtout distinguer le texte du plaisir du texte de la jouissance qui est beaucoup plus rebelle.